Le 19e siècle regorge de nombreuses histoires de vie qui ont été perdues ou oubliées. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 personnes dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Leurs histoires vont du choquant et du triste à l'inspirant. Rejoignez-moi pour explorer ces vies oubliées qui sont restées cachées trop longtemps. Nous commençons par l'histoire d'une maquerelle de Louisiane qui est partie de rien pour devenir une millionnaire célèbre. Lulu Henley, ou Lulu White comme on l'appelait aussi, serait née vers 1868 dans une ferme près de Selma, dans l'État de l'Alabama. Cependant, certains historiens ont émis de sérieux doutes à ce sujet. Et, en l'absence d'acte de naissance, ils soutiennent que des preuves circonstancielles suggèrent qu'elle serait en réalité née plusieurs années plus tôt. Probablement à la fin des années 1850, mais surtout durant la guerre de sécession, de 1861 à 1865. Elle était issue d'un milieu métis et était qualifiée de carteronne à l'époque. Ce terme, jugé aujourd'hui racialement insensible, était autrefois largement employé pour désigner une personne supposée avoir un quart d'origine noire. Elle affirmait être une migrante des Antilles et donc d'origine créole, mais il n'est pas certain que cela soit exact. Beaucoup de choses concernant la vie de Loulou ont été inventées peut-être par elle-même, et à différents moments, elle a affirmé que sa famille venait de Cuba, de la Jamaïque ou de l'une des nombreuses autres îles des Antilles. On sait peu de choses donc sur la jeunesse de Loulou, mais elle a dû être marquée par de grandes privations. C'était la période de reconstruction après la guerre de sécession. Un conflit qui avait complètement dévasté l'économie des États du Sud comme l'Alabama, et dont il a fallu de nombreuses années pour se remettre. Peut-être s'agit-il de la pauvreté rurale qu'ont connue des États comme l'Alabama après la guerre, ce qui a poussé Lulu à migrer vers la Nouvelle-Orléans, principale ville de Louisiane à l'ouest de l'Alabama. Au début des années 1880, Lulu n'était peut-être qu'une adolescente alors. Pour joindre les deux bouts, elle est rapidement entrée dans une vie de crime. Encore une fois, les détails de tout cela restent flous, mais elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour des actes de petits vols et d'autres délires mineurs. Elle a aussi rapidement commencé à se prostituer. Vers le milieu ou la fin des années 1880, alors qu'elle entrait dans l'âge adulte, elle s'était constituée une clientèle considérable, attirant plusieurs clients fortunés. Grâce à ce travail, elle a également commencé à amasser rapidement une somme d'argent considérable, et au début des années 1890, elle disposait d'un capital à dépenser. C'est cela qui lui a permis de se lancer dans les affaires de cette manière, ce qui allait attirer l'attention de nombreux citoyens de la Nouvelle-Orléans. Loulou vivait à la Nouvelle-Orléans à une époque très intéressante de son histoire. Au XVIIIe siècle, la ville était devenue la capitale de la grande colonie française de Louisiane, qui couvrait une grande partie de l'actuel Midwest américain. Elle est devenue une partie des États-Unis après l'achat de la Louisiane en 1803, lorsque le gouvernement américain a acheté la colonie à la France pour 15 millions de dollars. Par la suite, la Nouvelle-Orléans a conservé une grande partie de son caractère français, avec une forte influence créole en raison d'une migration importante des Caraïbes vers la Louisiane. La Nouvelle-Orléans s'est rapidement développée au XIXe siècle, passant de 50 000 habitants en 1830 à 150 000 dans les années 1850. Capturée par l'Union dès le début de la guerre de sécession, elle a échappé à la plupart des dévastations subies par d'autres États du Sud. Lorsque Lulu est arrivée dans la ville au début des années 1880, la population avait dépassé les 20 000 habitants. Bien que la Nouvelle-Orléans ne soit pas devenue une grande ville industrielle, la vie de Lulu a été marquée par un autre développement, ici dans les années 1890. À la fin du XIXe siècle, la prostitution était très répandue à la Nouvelle-Orléans, comme dans la plupart des villes américaines et européennes, bien plus qu'aujourd'hui. Pour réglementer cette activité et créer des zones dédiées à la prostitution, les autorités municipales de la Nouvelle-Orléans ont adopté une ordonnance en 1897 stipulant que la prostitution devait être limitée à une zone désignée de la ville. Le célèbre faubourg Tremé, l'un des plus anciens quartiers de la ville. À l'époque, il était le centre d'accueil des esclaves affranchis et des immigrants créoles des Antilles avant la guerre. Aujourd'hui, il est célèbre pour être le centre d'une grande partie de la scène jazz de la ville. La nouvelle zone désignée devint connue sous le nom de Storyville, ainsi nommée d'après Sidney Story,
le politicien de la Nouvelle-Orléans qui avait été à l'origine de la législation visant à réglementer la prostitution dans la ville. Il fut plus tard horrifié d'apprendre que son nom de famille était devenu synonyme de quartier chaud. À Storyville, Lulu mènera la plupart de ses activités durant les 20 années suivantes. La prostitution y était réglementée comme n'importe quelle autre industrie. Les travailleuses du sexe s'enregistraient auprès de la ville en achetant un livre bleu à 25 cents qui leur permettait de faire la publicité de leurs services et d'exercer légalement. Lulu était sans doute la personne à la Nouvelle-Orléans qui a le plus profité de la création de Storyville comme quartier où la prostitution pouvait être pratiquée légalement. Ses activités à cet égard sont synonymes du Mahogany Hall. Bien qu'il y ait eu de nombreux bordels et salons à Storyville, le Mahogany Hall était considéré comme le plus somptueux de tous. Situé au 235 Basin Street, c'était un bordel interracial qui employait environ 40 prostituées, à la fois en demorced odessi, simorcet et letsemodels. Le Mahogany Hall a été construit sous la direction de Lulu à un coût énorme de 40 000 $. C'était un bordel de 4 étages avec 15 chambres équipées de salles de bain privées et 5 salons. Les chambres étaient décorées de miroirs et de meubles en acajou, tandis que les espaces communs avaient un sol en marbre, un escalier en colimaçon et un ascenseur. Ainsi, le Mahogany Hall a été construit selon les normes les plus élevées et s'est clairement identifié dès le début comme étant destiné à une clientèle aisée. Alors que Lulu avait accumulé beaucoup d'argent dans les années 1880 et 1890, la somme d'argent investie dans la construction du bordel, qui dépasserait largement 1 million de dollars actuels, était considérable. Et il semble probable qu'elle ait également bénéficié du soutien financier d'intérêts commerciaux ou politiques de la ville pour l'aider. Après son ouverture au début des années 1900, le Mahogany Hall a vite généré d'énormes sommes d'argent. Lulu menait une vie fastueuse en parallèle, achetant les plus beaux vêtements et bijoux et jouant le rôle d'hôte de l'établissement. L'ampleur de ses dépenses était telle qu'elle devint connue sous le nom de Reine des Diamants du demi-monde et apparaissait souvent comme l'hôtesse du Mahogany Hall. Portant une perruque rousse surmontée d'une tiare et arborant des bagues en diamants à chaque doigt. Les services proposés au Mahogany Hall étaient annoncés dans le Blue Book ainsi que dans un livre rouge séparé et des brochures distribuées cette fois à la demande de Lulu. On trouve ainsi l'annonce du 235 North Basin Street au début des années 1910, qui mentionne le nom de Lulu en haut de chaque entrée pour cette adresse, puis énumère Annie Stone, Emma Sears, Irene Marsh, Corinne, Valérie, et ainsi de suite. Lulu, qui à cette époque ne travaillait plus elle-même comme prostituée, mais uniquement comme maquerelle du Mahogany Hall, a également transformé l'établissement en l'un des lieux de jazz les plus réputés de la Nouvelle-Orléans. Au cours des années 1900 et 1910, des pionniers du jazz comme Jelly Roll Morton et Joel King Oliver, ce dernier devenant plus tard le mentor du grand, Louis Armstrong, ont joué au Mahogany Hall. Armstrong lui-même est né dans le quartier en 1901. Plus tard, il a immortalisé le bordel de Lulu dans la chanson Mahogany Hall Stomp. Les activités de Lulu ont fini par dépasser Mahogany Hall et la prostitution. Par exemple, en 1912, elle a utilisé une partie des bénéfices de Mahogany Hall pour ouvrir un saloon appelé Saloon Lulu White, au 1200 rue Bienville à l'angle de la rue Bazin et à 2 pas de Mahogany Hall. En 1906, elle est également partie un temps vers l'ouest en Californie. Ici, elle a prouvé son sens aigu des affaires en investissant dans l'industrie naissante du cinéma à ses débuts, dans un endroit appelé Hollywood, à la périphérie de la ville de Los Angeles. Cependant, bien qu'elle ait perçu le potentiel de l'industrie, ses efforts pour acquérir l'un des plus grands studios de cinéma, qui était en cours de développement ici, n'ont abouti à rien, car elle a été doublée par un partenaire commercial qui l'a trahi alors qu'il agissait comme son agent en Californie après son retour en Louisiane. Lulu a d'abord échoué à acquérir une part dans un grand studio d'Hollywood vers 1901 d'une série de revers commerciaux dans les années 1900 et 1910. Storyville a finalement été fermé par le gouvernement pendant la Première Guerre mondiale. Après l'entrée de l'Amérique en guerre en 1917, la marine américaine a concentré l'essentiel de ses ressources dans des villes portuaires comme la Nouvelle-Orléans.
Le secrétaire à la guerre, Newton Baker, s'est inquiété que la prostitution y distrayait les troupes partant pour l'Europe. Fin 1917, il a poussé le gouvernement municipal à abroger la loi de 1897 sur Storyville. Ainsi, en 1917, la prostitution est redevenue clandestine à la Nouvelle-Orléans. Le Mahogany Hall a rapidement décliné par la suite, car ses activités commerciales sont devenues illicites. Le bâtiment a connu un déclin progressif avant d'être vendu en 1929 pour 11 000 $ bien en dessous des 40 000 $ de sa construction. Surtout si l'on tient compte de l'inflation. L'intérieur luxueux avait nettement perdu de sa splendeur avec les années, alors que le nouveau propriétaire, un propriétaire de grand magasin local, utilisait ce qui avait été le bordel le plus chic de la Nouvelle-Orléans comme entrepôt pour sa boutique. Ce n'était pas le seul casse-tête de Loulou d'un point de vue commercial. En 1919, le Congrès américain a adopté la loi Volstead, instaurant la prohibition de l'alcool. En 1920, ainsi l'autre grande entreprise de Loulou, son saloon sur la rue Bienville, a également dû changer de modèle économique. En 1920, elle l'a transformé en un établissement vendant des boissons sans alcool. De toute évidence, elle n'a pas accepté facilement ces nouvelles réalités. Nous possédons une photo judiciaire de Loulou prise après son arrestation en 1920. Ici, nous voyons une femme qui avait probablement la fin de la cinquantaine, voire le début de la soixantaine, ce qui suggère qu'elle est effectivement née avant 1868, comme nous l'avions supposé plus tôt. Pourtant, chaque revers peut créer une opportunité. Comme beaucoup d'autres anciens propriétaires de saloons et vendeurs d'alcool, Lulu Henley est devenue une contrebandière dans les années 1920, produisant principalement de l'alcool sous forme de spiritueux comme le rhum et le whisky. Dans des distilleries illégales à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane, même si son activité était les moindres qu'Al Capone à Chicago ou Lucky Luciano et Maya Lanxi à New York et dans le New Jersey, Lulu est devenue une figure majeure du crime en Louisiane pendant la Prohibition. Elle était surveillée par les autorités et, bien qu'arrêtée plusieurs fois pour contrebande d'alcool et, je cite, pour avoir tenu une maison de désordre, aucune accusation n'a tenu et elle a évité toute incarcération prolongée. Ce qui est exactement arrivé à Lulu Henley à la fin, comme une grande partie de sa vie antérieure, reste entouré de mystères. Certains historiens de la Nouvelle-Orléans pensent qu'elle a été morte en 1931 au domicile d'une autre ancienne maquerelle de la ville, Willie Piazza. Cependant, les preuves à ce sujet sont contradictoires, et un guichetier de la Banque nationale de la Nouvelle-Orléans a ensuite témoigné qu'Alulu White avait effectué un important retrait de l'établissement financier en 1941. Si ce n'est autre chose, cela témoigne de la manière dont Lulu Handy est devenue l'une des figures légendaires du début du XXe siècle à la Nouvelle-Orléans. Le Mahogany Hall a été démoli dans les années 1940, mais le rez-de-chaussée du saloon de Lulu sur la rue Pienville subsiste toujours, comme à l'époque où la Madame du Mahogany Hall bâtissait son empire. Ici, la vie de Lulu a été représentée à plusieurs reprises dans la culture populaire. Comme l'a noté l'historien de la Nouvelle-Orléans, Al Rose dans son livre de 1970 sur Storyville, le personnage de Mae West dans Belle of the 90, 1934, s'inspire clairement de Lulu. Mais en raison du racisme omniprésent dans la société américaine de l'époque, toute référence raciale a été supprimée du film. Jusqu'aux années 1970, de nombreux films ont aussi eu des personnages inspirés d'elle. Pour notre prochaine histoire, nous retournons au Congo du XIXe siècle, où un jeune homme a été arraché à son foyer et exhibé comme un animal. Otto Benga est né vers 1883 dans la forêt près de la rivière Kasai, dans la vaste région du Congo, en Afrique centrale occidentale. Benga est né en tant que membre du peuple Mbuti, un peuple d'Afrique subsaharienne qui est génétiquement prédisposé à avoir une petite taille. C'est cela qui a conduit plus tard Benga à être emmené aux États-Unis. En plus de la tendance des Mbuti à tailler certaines de leurs dents en croc. Un aspect qui donnait à Benga une apparence sauvage aux yeux des Occidentaux blancs du début du XXe siècle. C'était une période brutale dans l'histoire de la région. Pendant la soi-disant ruée vers l'Afrique,
à laquelle les puissances européennes participaient pour acquérir des colonies à travers le continent, le roi Léopold II de Belgique avait revendiqué le Congo comme son propre fief personnel. Entre les années 1880 et 1900, un système sauvage a été mis en place ici par les Belges avec des plantations générant d'énormes profits pour Léopold en Europe. En particulier, le caoutchouc était extrêmement recherché, ainsi que l'ivoire provenant des défenses d'éléphants. Mais la force publique, une sorte de police quasi-militaire que Léopold a créée pour administrer la colonie, utilisait des méthodes extrêmement brutales, décapitant souvent les travailleurs congolais qui étaient effectivement réduits en esclavage s'ils n'atteignaient pas les objectifs de production. Les personnes accusées de garder du caoutchouc ou de l'ivoire pour elles-mêmes avaient les mains coupées. Les conditions dans les camps de travail étaient tout aussi brutales et le taux de mortalité y était exceptionnellement élevé. En l'espace d'un quart de siècle, peut-être jusqu'à 1 million de Congolais ont été assassinés sous le régime de Léopold. Banga fut lui-même une victime de ce carnage. Nous connaissons peu de détails précis, mais il s'était apparemment marié très jeune, alors qu'il était encore adolescent. Lui et sa femme ont eu des enfants qui ont été assassinés par le régime belge au début des années 1900. Benjé n'a survécu que parce qu'il était en expédition de chasse avec la tribu Mbouti, dont il était originaire, lorsque les Belges ont attaqué son village, tuant sa femme et ses enfants. Ainsi, Benga avait déjà vécu un grand traumatisme dans sa jeunesse en raison des actions des Occidentaux blancs. Mais d'autres défis l'attendaient. En 1903, un homme d'affaires et explorateur américain du nom de Samuel Phillips Werner arriva au Congo. Sa présence là-bas aurait de graves conséquences pour Benga. D'après le récit de Samuel Phillips Werner des années plus tard, il a acheté Benga pour une livre de sel et un morceau de tissu. Son objectif a toujours été d'exposer Benga à l'exposition universelle qui devait se tenir à Saint-Louis, dans l'État du Missouri. Aux États-Unis en 1904, Samuel Phillips Werner avait été spécifiquement engagé pour se rendre en Afrique afin d'obtenir un soi-disant pygmée, ce que les contemporains considéraient comme une sous-espèce humaine, semblable à des nains. À la suite de la publication des découvertes de Charles Darwin plusieurs décennies plus tôt, avec son étude révolutionnaire sur l'origine des espèces publiée en 1859, les contemporains voulaient découvrir des chaînons manquants dans l'évolution entre humains modernes et primates comme singes et orang-outans. Dans un stéréotype raciste typique de l'époque, les gens pensaient souvent que ce primate semi-évolué, ou homme à moitié évolué, vivait peut-être dans les contrées sauvages de l'Afrique, un continent encore largement méconnu à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Le peuple Mbouti, de petite taille et aux dents en croc, attira l'attention de Werner, qui pensait les présenter comme pygmées à l'exposition universelle. Pour mener à bien ce travail, Werner avait été payé 8 500 $, une somme considérable pour l'époque, pour acquérir plusieurs curiosités de ce genre pour l'exposition universelle et les ramener en Amérique afin qu'elles y soient exposées. Il a choisi Benga en raison de ses caractéristiques physiques. Mesurant seulement 1,50 m et pesant un peu plus de 45 kg, il était assez petit pour passer pour un pygmée en Amérique. De plus, avec ses dents taillées en pointe et ses manières congolaises, Benga allait impressionner les centaines de milliers de visiteurs à Saint-Louis, après avoir acquis Benga et d'autres personnes comme esclaves. Des décennies après que la pratique ait soi-disant été abolie dans tout le monde occidental, Werner retourna en Amérique l'année suivante, en 1904. L'exposition universelle s'est tenue du 30 avril 1904 au 1er décembre 1904. Ces expositions universelles visaient à présenter de nombreuses merveilles technologiques et réalisations sociétales. Benga a été exposé dans le cadre d'une grande ménagerie d'êtres humains venus du monde entier, comprenant notamment des Amérindiens, des Philippins et des Africains, le plus célèbre étant peut-être le chef Apache Geronimo, un homme médecine et guerrier qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, avait mené les efforts des Amérindiens pour résister à la colonisation de la région des États-Unis. S'approchant du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, Benga fut exposé ici comme un pygmée, mais la supercherie fut rapidement tournée en ridicule.
Un éditorial de journal de l'époque faisait remarquer que nous ne comprenons pas tout à fait toute l'émotion que d'autres expriment à ce sujet. Otto Benga, selon nos informations, est un spécimen normal de sa tribu raciale, avec un cerveau aussi développé que ceux des autres membres. Ainsi, malgré les efforts de Werner et des organisateurs de la foire pour présenter Benga, qui mesurait 1,50 m comme un exemple du chaînon manquant dans la chaîne de l'évolution, peu de gens étaient entièrement convaincus. Benga n'a pas pris à la légère le fait d'être exhibé à Saint-Louis, et il existe des rapports faisant état de sa résistance envers Werner et ses ravisseurs pendant l'exposition à Saint-Louis. En effet, lui et ses compagnons africains ont provoqué un tel désordre qu'à un moment donné, le 1er régiment de l'Illinois, une division de l'armée américaine, a dû être appelé pour rétablir l'ordre. Benga avait manifestement impressionné Geronimo lors de cette querelle, et le chef Apache a donc offert à l'Africain une de ses pointes de flèche en signe de respect. Alors que l'exposition universelle se terminait à Saint-Louis, Werner hésitait sur le sort de Benga. Dans un premier temps, il est retourné en Afrique, avec beaucoup d'autres Africains qui avaient été amenés en Amérique pour l'exposition universelle. Mais son retour au pays fut troublé. Il s'est rapidement marié une seconde fois, et sa nouvelle épouse est morte tout aussi vite, cette fois d'une morsure de serpent venimeux. De plus, Benga n'a pas réussi à se réadapter à la vie en Afrique, et lorsque Werner est parti pour son voyage de retour en Amérique, Benga a pris la curieuse décision de voyager avec lui. Là-bas, il a brièvement trouvé du travail et un logement au musée américain d'histoire naturelle à New York. Mais un différend ne tarda pas à éclater entre Werner et le conservateur du musée, Henry Bumpus, au sujet du salaire qui avait été demandé pour Benga. Cependant, une solution plus durable semblait s'être présentée grâce à une offre du directeur de la Société zoologique de New York, principalement chargé de la gestion du zoo du Bronx à New York. Lorsque le directeur là-bas, William Hornaday, a proposé d'offrir à Benga un emploi, s'occupant de certains animaux africains avec lesquels Hornaday pensait que Benga serait naturellement enclin à s'entendre. Cependant, peu de temps après, Hornaday remarqua que les visiteurs du zoo s'intéressaient en davantage à Benga qu'aux animaux dont il s'occupait. En conséquence, il décida de faire de Benga une attraction. Le premier jour de l'exposition eut lieu le 8 septembre 1906, et les visiteurs pouvaient d'un coup trouver Benga dans la maison des singes. Une pancarte sur l'exposition indiquait « Le pygmée africain, Otter Benga, âgé de 23 ans, taille 1,50 m, poids 47 kg. Amené de la rivière Kasaï-Congo, Afrique centrale, par le docteur Samuel P. Werner. Exposé chaque après-midi pendant le mois de septembre au Bronx, Benga était emprisonné dans une cage en fer. Celle-ci avait été installée à côté d'un enclos beaucoup plus grand qui abritait les primates du zoo. L'implication ici était que Benga était un peu plus évolué que les orang-outans et les singes à côté desquels il résidait. Les conditions ici étaient cruelles. En tant qu'originaire d'Afrique subsaharienne, Benga était habitué à des climats chauds. Mais cette partie du zoo était délibérément maintenue au frais car les basses températures agitaient tant les primates et les poussaient à se comporter d'une manière qui suscitait l'intérêt des visiteurs du zoo. Peut-être que la seule chose qui apportait un peu de bonheur à Benga était qu'il s'était attaché à un orang-outan intelligent nommé Dohung, qui savait faire des tours et imiter le comportement humain. Dès le tout début de sa captivité là-bas, le mécontentement de Benga face à sa situation était évident pour tous. Les articles de journaux de l'époque le décrivent au compte comme lançant des regards menaçants aux visiteurs du zoo. Cependant, le directeur du zoo, William Hornaday, a défendu la décision d'installer Benga là-bas, arguant que cela faisait écho à des expositions similaires d'êtres humains qui avaient eu lieu en Europe au cours du XIXe siècle. Alors que Hornaday défendait sa décision d'exposer Benga au zoo du Bronx, la présence des membres de la tribu Mbouti là-bas a rapidement suscité une certaine controverse. Ayant appris cela, des membres du clergé afro-américain et d'autres partis concernés à New York et au-delà ont protesté auprès du zoo, des bureaucrates et d'autres responsables civiques.
En particulier, les critiques du révérend James M. Gordon, superviseur de l'orphelinat Howard Collard à Brooklyn, ont eu du poids. Il a rapidement convaincu le maire de New York, George B. McClellan Jr., que la condition de Benger était inhumaine et constituait une trahison envers les Afro-Américains. Par conséquent, plus tard en 1906, Benger a été retiré de l'exposition du Bronx. Ces tribulations ne se sont pas arrêtées là, cependant. Bien que Benger ait voulu retourner dans son Afrique natale, il n'a pas pu obtenir les fonds ni les moyens nécessaires pour le faire. En conséquence, il a passé les années suivantes dans divers endroits aux États-Unis, trouvant du travail de temps à autre. Tout d'abord, cela a été aux eaux du Bronx, jusqu'à ce que sa présence continue là-bas soit jugée inappropriée. Ensuite, Poit a été confié aux soins de Gordon et placé à l'orphelinat de Brooklyn qu'il supervisait. En 1910, Gordon a permis à Benger de commencer à travailler dans une plantation de tabac en Virginie. Afin de le faire paraître plus normal dans son environnement, Gordon a fait en sorte que les dents pointues de Benger soient recouvertes à cette époque. Il avait aussi appris l'anglais à ce moment. Cependant, le désir de Beng de rentrer chez lui est resté inchangé. Et c'est son désespoir face à son incapacité à le faire qui a provoqué la dernière tragédie de sa vie. Benger planifiait de rentrer chez lui depuis plusieurs années lorsque, à l'été 1914, la Première Guerre mondiale éclata à travers l'Europe. Après cet événement, les routes atlantiques y sont devenues plus dangereuses et les voyages non essentiels souvent suspendus. Par conséquent, il y avait peu de chances que Benger puisse trouver un passage de l'Amérique au Congo à court terme. Son désespoir l'a conduit au suicide. Le 20 mars 1916, à l'âge d'environ 33 ans, Benger s'est livré à un suicide rituel. Il a allumé un feu cérémoniel, retiré les couronnes qui avaient été posées sur ses dents plusieurs années auparavant, puis s'est donné la mort d'une balle dans la poitrine. Il a été enterré dans une tombe anonyme à Lynchburg, en Virginie. L'histoire d'Otter est celle qui résume bien nombre des cruautés de cette époque. Une époque où les Européens et les Américains cherchaient à acquérir une compréhension plus scientifique de l'évolution et du monde, mais au cours de laquelle ils ont commis de grands crimes contre des personnes comme Benger, le prétendu Pygamy. En conséquence, son histoire illustre à quel point ces expositions étaient inhumaines et quelles conséquences elles pouvaient avoir. Dans les années 1920, New York était un haut lieu du crime et des figures du milieu. L'une de ces femmes qui a percé à New York était Stephanie Sinclair, mais tout ne s'est pas passé sans encombre. Les circonstances de la naissance et de la jeunesse de Stephanie Sinclair ne sont pas totalement claires, mais on pense qu'elle est née sur l'île de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, la veille de Noël 1897. Elle était d'origine africaine et sa mère serait une femme nommée Félicienne, mais on ne sait rien de son père. Bien qu'elle ait été mère célibataire, probablement issue d'un milieu modeste, Félicienne a travaillé dur et a réussi à envoyer sa fille à l'école. Ce qui signifie qu'elle était mieux éduquée que beaucoup de ses rivales criminels qu'elle affronterait plus tard en Amérique. Plus tard dans sa vie, elle a élaboré une histoire selon laquelle elle venait en réalité de France. Cela faisait simplement partie de l'automythification de Sainte-Claire. Certaines sources disent qu'adolescente, Sainte-Claire a quitté l'école pour soigner sa mère très malade. Elle a travaillé pendant cette période, a économisé de l'argent, et après le décès de sa mère, elle a finalement quitté la petite île où elle avait grandi et s'est dirigée vers Montréal. Quels que soient les détails exacts de sa naissance et de son enfance, nous savons qu'elle a fini par prendre la mer pour les États-Unis. Des États-Unis, à un moment donné dans les années 1910, cela a pu arriver dès 1911, alors qu'elle était adolescente, ou après la Première Guerre mondiale. Ce qui est indéniable, c'est qu'elle vivait à New York en tant que jeune femme dans la vingtaine. Au début des années 1920, elle s'est installée à Harlem, qui était devenu, à partir de la fin du XIXe siècle, un quartier résolument afro-américain de New York. Ici, on suppose qu'elle est tombée amoureuse d'un petit escroc nommé Dirk. Mais la situation a rapidement tourné au pire, lorsqu'il a essayé de la prostituer et qu'il a fini par être abattu lors d'une rixe entre gangs peu de temps après. Quelques mois plus tard, on dit que Sainte-Claire avait un nouveau petit ami, Ed, avec qui elle a commencé à vendre de la drogue. Après quelques mois, elle avait gagné environ 30 000 $ et voulait quitter Ed. Lorsqu'elle lui a dit, Ed a tenté de l'étrangler.
mais elle l'a repoussé si violemment qu'il s'est cogné la tête contre une table, fracturant son crâne et mourant peu après. Une grande partie de ces spéculations sur la jeunesse de Sinclair provient d'un roman biographique de Raphaël Convillon intitulé « Madame Sinclair, reine de Harlem » ou « Madame Sinclair, reine de Harlem » en anglais. Il est difficile de connaître la vérité, mais nous pouvons être sûrs que elle a rejoint les 40 voleurs, un gang criminel centenaire de la ville, dont les origines remontent aux années 1820, et elle ne tarda pas à se lancer dans les jeux d'argent illégaux. Stéphanie Sinclair est devenue tristement célèbre pour son implication dans ce qu'on appelait le business des numéros ou jeu des numéros. Cela résulte de la politique raciale de l'époque qui excluait largement les Afro-Américains d'investir à Wall Street. Le business des numéros, aussi appelé banque de politique, était un moyen complexe de contourner cette interdiction. Les dirigeants de cette banque plaçaient à leur solde des contrôleurs, messagers et employés dans les sièges des banques et sociétés financières. Ils organisaient aussi des loteries, alternatives pour ceux voulant investir sur les marchés de New York. Les particuliers remplissaient des fois les bulletins de loterie ou de politique fournis par les opérateurs du jeu. Les bulletins étaient ensuite remis aux banques et institutions financières où employés et courtiers misaient de l'argent sur certains éléments, selon les détails inscrits sur les bulletins de loterie. De cette manière, les habitants de Harlem, qui connaissaient un essor économique massif dans les années 1920, pouvaient investir de l'argent à New York, sans que ceux qui géraient les opérations financières de la ville ne sachent jamais qui investissait de l'argent. Certains se contentaient de parier sur les résultats financiers du jour à Wall Street et dans les banques. Si les autorités s'intéressaient un jour à tout cela, ceux qui dirigeaient le business des nombres prétendraient-ils qu'ils organisaient une innocente loterie communautaire. Le business des nombres était principalement un jeu d'argent illégal lié au secteur financier de New York. Sinclair a commencé à s'imposer comme une actrice du business des nombres à Harlem dès le début des années 1920. On ignore comment elle a précisément réuni son capital de départ. Cela venait peut-être de son passé dans le trafic de drogue, mais rien n'est certain. Ses contemporains la décrivaient comme une femme arrogante, mais sophistiquée et instruite, avec un tempérament féroce qu'elle dirigeait souvent contre ses rivaux. La personnalité de Sinclair l'a aidée à réussir dans ce milieu. Et au milieu des années 1920, elle gagnait un revenu considérable en prenant un pourcentage de tout l'argent misé dans le business des numéros. Elle organisait également plusieurs versions de la loterie. Une loterie très populaire tirait chaque jour des numéros d'une chambre de compensation de New York. Ceux qui jouaient avec Sinclair pariaient sur un numéro de 1 à 999. Les mises étaient généralement faibles, un nickel étant considéré comme une mise importante. Mais avec des milliers de participants chaque jour, la somme d'argent en jeu pouvait devenir très importante avec le temps. Sinclair et ses employés créaient encore les numéros gagnants à partir de 2 chiffres. Montant quotidien de compensation des banques membres de la Chambre de compensation de New York et solde créditeur de la Réserve fédérale. Donc la loterie de Sinclair était une forme de jeu d'argent, mais c'était une version qui récompensait une certaine connaissance de la bourse et du monde financier de New York à l'époque. Cela rapportait beaucoup et de nombreux criminels new-yorkais étaient impliqués dans le business des numéros dans les années 1920 et 1930. Sinclair est ainsi devenue riche et célèbre à Manhattan sous le nom de Queenie, tandis que les habitants de Harlem l'appelaient Madame Sinclair. En 1930, un journaliste new-yorkais a estimé sa fortune à environ $1,5 million, soit près de 10 millions aujourd'hui. Bien qu'elle possédait également plusieurs appartements et maisons à Harlem, l'entrée de Sinclair dans le milieu criminel de Harlem n'a pas duré longtemps. Son principal rival dans la loterie clandestine du nord de New York était Dutch Schultz, né Arthur Flegenheimer, du Bronx. Schultz, chef de la pègre au tempérament violent, devint un criminel majeur à New York dans les années 1920 après s'être lancé dans le trafic d'alcool. À la fin des années 1920, plus de 100 personnes travaillaient pour lui et certains procureurs new-yorkais le voyaient comme l'ennemi public numéro 1. Il était proche d'une mafia locale et de figures comme Charles Lucky, Luciano et May Lansky. Considéré comme un électron libre et avec la prohibition qui touchait à sa fin au début des années 1930, Schultz s'est immiscé dans les affaires de Sinclair. Il lui a lancé un ultimatum, soit elle lui cédait entièrement son entreprise, soit elle commençait à lui verser un pourcentage important de ses bénéfices.
Beaucoup d'autres se sont cédés à la pression de Schultz, mais Sinclair ne ferait pas partie d'eux. Au début des années 1930, Stephanie a commencé à organiser ses clients restants pour une opposition intensive à Schultz. Lorsqu'ils ont appris que les gérants de magasins et d'autres propriétaires d'entreprises à Harlem collectaient des paris pour Schultz, ils les ont affrontés violemment, entrant dans leurs magasins et saccageant leur commerce. Dans une campagne d'intimidation, Madame Sinclair a même publié des annonces dans les journaux de Harlem encourageant les habitants à jouer black. Par là, elle voulait dire de ne pas placer leur argent chez Schultz et de la soutenir elle, en tant que femme noire locale. Schultz a rapidement répondu par une campagne d'intimidation contre Sinclair qui a vite dégénéré en enlèvement et en meurtre. Un contrat a même été mis sur la tête de Stephanie, ce qui a poussé Sinclair à commencer à utiliser une série de planques à Harlem. À son apogée. Cette campagne de brutalité a conduit Sinclair à devoir se cacher sous un tas de charbon pour éviter d'être tuée par les hommes de Schultz lors d'une confrontation. À cause de cela, elle est restée discrète et a transmis ses affaires criminelles à son principal homme de main, Ellsworth Bumpy Johnson. À la fin du conflit, plus de 40 personnes avaient été tuées. Le conflit entre Sinclair et Dutch Schultz se solde finalement par la victoire de Stephanie. Cela résultait surtout de l'imprévisibilité de la politique complexe de la pègre new-yorkaise des années 1930 plus que des actions de Sinclair. La relation entre Schultz et Lucky Luciano, le chef de la mafia italienne à New York depuis la fin des années 1920, avait toujours été tendue. Et les choses ont atteint leur paroxysme lorsque Schultz a désobéi à un ordre direct de la commission dirigée par Luciano. À l'époque, Schultz était poursuivi pour fraude et évasion fiscale par Thomas Dewey, procureur spécial de haut rang à New York. Alors il a fait des plans pour le faire tuer. Cela malgré le fait que la commission de la mafia l'avait mis en garde contre cette action, car il craignait surtout que le meurtre de Dewey ne provoque une répression totale. En conséquence, la commission a décidé qu'il fallait arrêter Schultz. Le 23 octobre 1935, il a été abattu alors qu'il était aux toilettes d'un restaurant à Newark, New Jersey. Il est décédé de ses blessures le lendemain. Alors qu'il était mourant, Sinclair a envoyé un télégramme à Schultz disant « Caminier, on se tigre quoi pas, comme on sème, on récolte » et l'a signé « Fada Aftonpkinizanfatma, Fenekfet sa demandé Madame Reine de la Policie ». Le télégramme aurait fait la une des journaux à travers tout le pays. Alors qu'elle était en conflit avec Dutch Schultz, Sinclair avait également été périodiquement impliquée dans une lutte avec les forces de l'ordre de New York. Cela était dû à la fois à son implication dans le business des numéros, mais aussi à son activisme au sein de Harlem. À la fin des années 1920, elle publiait des annonces pour informer les Afro-Américains de leurs droits. Devaient-ils être harcelés par la police ou arrêtés ? Cela a conduit, en temps voulu, à son émergence en tant que leader communautaire. Ces deux éléments réunis ont fait de Stephanie la cible d'une campagne menée par la police de New York. En décembre 1929, elle a finalement été arrêtée. Finalement, elle a été condamnée pour jeu d'argent et autres délits et a été condamnée à 8 mois dans une maison de correction où elle a dû effectuer des travaux forcés. Sinclair est sortie de la maison de correction à la fin de 1930 avec la détermination de se venger des forces de l'ordre de New York. C'était justement à l'époque où une série d'enquêtes menées par le juge Samuel Sibry était lancée pour révéler la corruption dans la politique, la police et la justice de New York. Sinclair fournissait bientôt des informations confidentielles à la commission Sibry, alléguant que la police de toute la ville harcelait les opérateurs noirs de la loterie clandestine. Des opérateurs comme elle-même, tandis qu'ils fermaient les yeux sur ceux associés à des organisations criminelles plus établies. Son témoignage a finalement conduit à l'arrestation ou au renvoi d'un lieutenant de police et de 13 agents de police. La notoriété de Sinclair a atteint son apogée à New York au milieu des années 1930 alors que la femme s'était imposée comme une opératrice indépendante de la loterie clandestine à Harlem. Elle a tenu tête à l'un des gangsters les plus redoutables de la ville, Dutch Schultz, et s'est vengée des policiers qui avaient comploté pour l'envoyer en prison. À la fin des années 1920, sa réputation sulfureuse a encore grandi en 1936 lorsqu'elle a conclu un mariage non légal avec l'évêque Amrou Almou Mimin Soufi Abdulhamid, militant racial new-yorkais, controversé surnommé le Hitler noir pour ses diatribes antisémites. Hamid disait être né près des pyramides d'Égypte et s'adressait aux foules en ville, vêtu d'un turban et d'une cape. La réalité était qu'il venait du Massachusetts. Lorsqu'ils se sont impliqués, vers le milieu des années 1930, il s'était imposé comme une personne qui courtisait la communauté germano-américaine et tenait des discours enflammés contre la communauté juive de la ville.
Son contrat avec Stéphanie en 1936 stipulait qu'il serait marié pour une période d'essai d'1 an. Si cela fonctionnait, il se serait officiellement marié, mais cela ne s'est jamais arrivé. Hamid était infidèle et a eu plusieurs liaisons. Lorsque Sinclair a appris l'une de ses aventures avec Madame Fu Fatam, une voyante et mystique originaire de la Jamaïque, elle lui a tiré dessus 3 fois le 19 janvier 1938. Bien que Hamid ait été à peine blessé lors de l'attaque, la balle ne faisant que l'effleurer, Sinclair a été accusé de tentative de meurtre. Lors du procès sensationnel qui a suivi, Hamid a admis être en réalité Eugene Brown, mais cela ne changerait pas grand-chose. Pour sa défense, Stéphanie a affirmé qu'elle avait confronté Hamid parce qu'il l'a traité cruellement et que le coup de feu était parti lors d'une lutte entre les 2 anciens amants. Le juge n'a pas été convaincu, déclarant que Sinclair avait, je cite, « vécu d'expédients toute sa vie et l'a condamnée à une peine de 2 à 10 ans de prison. Elle a été envoyée purger sa peine au centre correctionnel pour femmes de Bedford Hills, au nord de New York, dans le comté de Westchester. » Sinclair a été libérée de prison au début des années 40. On sait peu de choses sur sa vie ensuite, car elle a volontairement gardé un profil bien plus bas ces années-là. Il n'y aurait plus de publicité dans les journaux sur les droits de la communauté afro-américaine de New York, ni de tentative de réintégrer le milieu criminel. Même sans diriger son empire des jeux clandestins, elle demeurait riche grâce à de bons investissements. Et elle s'est retirée dans un manoir à Long Island tout en menant des affaires légitimes et légales dans les années 1940 et 1950. Son associé, Bumpy Johnson, devenu le roi de Harlem après Sainte-Claire, a vécu avec elle durant ces dernières années et écrivait de la poésie à Long Island. Les rares références fugaces à ses activités commerciales durant ces années proviennent-ils de ses déclarations et révèlent une femme heureuse de profiter d'une retraite paisible. Elle est morte à New York en 1969 à 72 ans. Lorsqu'elle est décédée ce mois de décembre, les journaux ne contenaient aucune nouvelle concernant la disparition de l'ancienne Madame Sinclair. Quand on pense au XIXe siècle, une personne doit venir à l'esprit, la reine Victoria. Moins connue était sa filleule sous tutelle, une princesse africaine qui a enduré de nombreuses épreuves. Bonetta étant née sous le nom de Moba Aina en 1843 à Olkodan, une région située au sud-ouest de ce qui est aujourd'hui le Nigeria. Aina est née en tant que membre de haut rang des Egbado ou Yua, un peuple yoruba qui, au milieu du XIXe siècle, constituait une grande partie de la population de l'Afrique de l'Ouest, autour du Nigeria, du Bénin et du Togo. De plus, la position d'Aina au sein des Egbado était similaire à celle d'une princesse. Cependant, sa terre natale avait été une région extrêmement instable pendant 2 siècles, étant une zone majeure d'où les puissances européennes commerçaient dans ce coin. Des esclaves qui étaient ensuite transportés vers le Nouveau Monde. En particulier les plantations de sucre dans les Caraïbes et les anciennes colonies britanniques d'Amérique du Nord. Ce commerce impliquait généralement des Africains vendant d'autres Africains. Par exemple, le puissant empire Songhai régnait sur une grande partie de l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, autour de l'actuel Mali, durant ces siècles. Il réduisait en esclavage d'autres Africains pour les vendre aux commerçants britanniques, français, portugais et néerlandais près du Sénégal. Près du Nigeria, le royaume de Dahomey dominait le sud du Bénin depuis le début du XVIIe siècle. Les dirigeants du Dahomey servaient depuis longtemps d'intermédiaires pour les négociants d'esclaves stratégiques britanniques et français en matière de français en Afrique de l'Ouest. Les armées du royaume du Dahomey envahissaient les régions voisines, capturaient des centaines d'esclaves et les vendaient aux puissances européennes dans les ports du sud du Bénin, qui, à leur tour, les transportaient à travers l'Atlantique. Mais tout cela changeait au milieu du XIXe siècle, car la loi sur l'abolition de l'esclavage avait été adoptée par le Parlement britannique en 1833, interdisant effectivement la traite des esclaves dans tout l'Empire britannique. Cependant, la réaction fut lente en Afrique de l'Ouest, et ces expéditions pour capturer des esclaves continuaient. Dans les années 1840, le village d'Aina, Olkodan, fut la proie d'une telle expédition menée par le royaume de Dahomey en 1848. Tragiquement, ses parents furent tués lors de l'attaque, ainsi que de nombreux autres membres éminents de la communauté. Aina, cependant, fut épargnée et, par conséquent, se retrouva à la cour du roi Gézo de Dahomey alors qu'elle n'avait que 5 ans.
Les circonstances dans lesquelles Aina a acquis son nom et s'est retrouvée en Angleterre étaient entièrement liées à la mission du capitaine Frederick E. Forbes en Afrique de l'Ouest. En 1850, Forbes fut envoyé dans la région en tant que capitaine du navire de la Royal Navy britannique, le Her Majesty's Ship Bonetta. Sa mission était d'agir en tant qu'agent de la couronne britannique et représentant de la reine Victoria pour négocier une nouvelle relation entre l'Empire britannique et le roi Gezo du Dahomey. Maintenant que la traite des esclaves avait été interdite, il semble pourtant que Gezo n'ait pas voulu accepter que la traite des esclaves ait pris fin. Ou alors il avait du mal à comprendre exactement ce que c'était. Forbes le lui a expliqué. Ainsi, Gezo a perpétué la tradition en offrant quelques esclaves gratuits au capitaine du navire lors de ses échanges avec les négociants européens. Aina faisait partie de ceux que Gezo a offerts à Forbes en 1850. Bien que la traite des esclaves ait cessé, Forbes a accepté des esclaves au nom de la reine Victoria. Aina a été rapidement baptisée et Forbes lui a donné un nouveau nom européen, comme prénom chrétien. Il l'a appelée Sarah, mais pour son nom de famille, il lui a donné à la fois son propre nom et celui du navire. Ainsi, Omoba Aina est devenue Sarah Forbes Bonetta et elle était bientôt en route pour l'Angleterre. L'un des premiers documents concernant Sarah se trouve dans le journal du capitaine Forbes. Alors qu'il rentrait en Angleterre en 1850, il a fait remarquer sa disposition louable et son intelligence. Après son arrivée en Angleterre, elle fut ensuite présentée à la reine Victoria au château de Windsor. La reine avait alors 31 ans. Elle nota aussi dans son journal l'intelligence de Sarah. Ce qui est peut-être le plus frappant, c'est que Bonetta semble déjà avoir acquis une maîtrise avancée de la langue anglaise, une précocité qui a dû impressionner la reine. Cette première rencontre avec Victoria fut un moment d'une grande importance dans la vie de Sarah. Impressionnée par sa jeune protégée africaine, la monarque accepta de financer et de soutenir l'éducation de Sarah. Des fonds furent alloués à cet effet et elle fut rattachée à la maison royale. Cela ne veut pas dire que Sarah a été élevée comme un membre de la maison royale, simplement qu'elle y était associée et que son éducation était financée par la reine. Sa tutelle se trouvait ailleurs. Le capitaine Forbes a rapidement dû confier la responsabilité de Sarah à quelqu'un d'autre, car ses fonctions l'ont ramené en Afrique de l'Ouest quelques mois plus tard, où il est malheureusement décédé en 1852. En conséquence, Sarah a été envoyée à Gillingham, dans le Kent, pour être éduquée dans la maison du révérend James Shawn, un missionnaire célèbre, et de son épouse, Elizabeth. Cependant, elle a continué à rencontrer régulièrement la reine. Lorsqu'elle lui a été présentée en janvier 1851, il s'agissait de la 4e rencontre entre la reine Victoria et sa jeune protégée africaine. La vie ultérieure de Sarah dans les années 1850 doit être comprise dans le contexte du travail missionnaire entrepris par les Britanniques au cours du XIXe siècle. À la suite de l'abolition de l'esclavage, l'idée gagnait de plus en plus de terrain au sein des cercles réformateurs en Angleterre, que plutôt que d'être achetés et vendus comme esclaves, les peuples d'Afrique devaient renaître civilisés et instruits des bienfaits d'une vie chrétienne civilisée, à l'image des Européens. Des individus tels que le révérend Shawn étaient à l'avant-garde de ce mouvement de christianisation et de mission. En tant que jeune fille africaine ayant si bien réagi à la vie en Angleterre, Sarah était considérée comme quelqu'un qui pouvait être éduquée et formée pour devenir elle-même missionnaire. Si elle était renvoyée en Afrique pour travailler dans les écoles et autres institutions que les missionnaires britanniques établissaient dans son pays natal, elle pourrait s'avérer un atout majeur pour le mouvement de christianisation et de mission. La reine Victoria en était certainement consciente. Elle avait une connaissance approfondie du travail accompli par les missionnaires africains. Ce désir de renvoyer Sarah chez les missionnaires en Afrique de l'Ouest était renforcé par des inquiétudes concernant l'impact du climat anglais sur elle. En 1851, alors qu'elle avait environ 8 ans, elle a développé une forte toux et il a donc été décidé de la renvoyer en Afrique. Ainsi, Sarah a passé les 4 années suivantes, jusqu'en 1855, à étudier à l'école commémorative Annie Walsh, dirigée par Julia Emily Sass à Freetown.
en actuelle Sierra Leone. Fin 1855, à 12 ans, Sarah est revenue en Angleterre depuis la Sierra Leone. Ce fut l'occasion d'une nouvelle audience avec la reine. Un signe de l'affection que la reine lui portait se trouve dans la façon dont elle appelait sa jeune protégée, affectueusement Sally. En effet, quelques années plus tard, Sarah assista même au mariage d'Alice, la fille de Victoria, avec Louis IV, grand-duc de Hesse, au milieu des années 1850. Il fallait prendre une décision concernant la suite de sa vie, ayant déterminé que son éducation élémentaire était terminée et qu'elle ne retournerait pas en Sierra Leone. En conséquence, dans les années qui suivirent, dans les années 1850, Sarah fut confiée à Madame Sophia Welsh, chez qui elle vécut à Brighton, dans l'East Sussex, au sud de l'Angleterre. Elle acquit une certaine notoriété dans toute l'Angleterre au cours de ces années en tant que la curieuse princesse africaine qui avait été prise sous la protection de la reine Victoria, et à qui l'on prêtait une grande intelligence. Au début des années 1860, lors d'un événement mondain en Angleterre, Sarah rencontra James Pinson, Labulo Davis, un marchand né en Afrique qui s'était anglicisé et avait amassé une fortune considérable en faisant du commerce entre l'Angleterre et l'Afrique de l'Ouest. Au cours de ses activités commerciales, il était également devenu une personnalité éminente au sein des cercles missionnaires britanniques, aussi bien là-bas qu'en Angleterre. Davis prit alors contact avec la reine Victoria pour exprimer son intérêt pour Mary et Sarah, une proposition à laquelle la reine était favorable, malgré la différence d'âge entre eux. Au moment de la demande de Davis, Sarah avait environ 18 ans tandis que lui-même était un veuf de 33 ans. En conséquence, il y a certains indices que Sarah n'était pas entièrement satisfaite de cette union. Néanmoins, le couple s'est marié le 14 août 1862 à l'église Saint-Nicolas de Brighton. De manière appropriée, le mariage a été célébré par l'évêque de Sierra Leone. Après leurs noces, les jeunes mariés ont déménagé en Afrique. Ils se sont installés à Freetown, en Sierra Leone, où Sarah avait vécu entre 1851 et 1855 et sont rapidement devenus parents. En 1863, une petite fille est née qui a été nommée Victoria en l'honneur de la reine. Un autre signe de la relation étroite entre la souveraine et Sarah est démontré par le fait que la reine a accepté d'être la marraine de l'enfant. De plus, lors d'une visite en Angleterre en 1867, Sarah présenta la fillette de 4 ans à la reine Victoria. 2 autres enfants naquirent dans les années suivantes. En 1871, Arthur naquit, puis 2 ans plus tard, en 1873, une autre fille, Stella, fut accueillie par la famille Davy. Cependant, la santé de Sarah se détériorait pendant cette période. À un certain moment, elle avait contracté la tuberculose. Cette maladie infectieuse était très répandue dans le monde au XIXe siècle, sans traitement efficace. Le meilleur traitement consistait à modérer son mode de vie et à essayer de vivre dans un climat favorable, la maladie touchant principalement les poumons. En conséquence, à un certain moment dans les années 1870, Sarah s'est installée à Madère, une île au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, alors comme aujourd'hui sous le contrôle du Portugal. Ici, le climat était plus hospitalier qu'en Sierra Leone. Il semble qu'elle n'ait été rejointe que timidement par son mari, dont les affaires étaient en difficulté, pendant que son aînée, Victoria, vivait déjà à cette époque de retour en Angleterre. Elle étudiait au Cheltenham College dans le Gloucestershire. Malheureusement, Sarah était décédée des suites de complications liées à la tuberculose dans la ville de Funchal, à Madère, le 15 août 1880, à l'âge d'environ 37 ans. Un signe du lien durable entre Sarah et la reine est montré par le fait que la fille de Sarah se préparait à rendre visite à la reine lorsque la nouvelle lui parvint en Angleterre à la fin du mois d'août que sa mère était décédée à Madère. Ainsi, 30 ans après que la reine Victoria ait consigné ses premières impressions de Sarah dans son journal, les liens entre la souveraine et la jeune fille du Nigeria étaient encore très évidents. En son honneur, son mari fit ériger un obélisque en granit de près de 3 mètres de haut, ou une colonne comme partie d'un monument dédié à sa mémoire près de sa ville natale, dans ce qui est aujourd'hui l'ouest de Lagos.
on peut y lire « À la mémoire de la princesse Sarah Forbes Bonetta », un témoignage de l'histoire remarquable de la femme qu'il commémore. Pour notre dernière histoire, nous retournons dans la Virginie du XIXe siècle, où un homme réduit en esclavage a élaboré un plan génial pour obtenir sa liberté. Henry Brown est né dans une plantation appelée Hermitage, dans le comté de Louisa, en Virginie, en 1815 ou 1816. Peu de choses ont été enregistrées sur sa jeunesse, à part le fait qu'il est né esclave et quelques détails sur sa famille. Dans son autobiographie, récit de la vie de Henry Box Brown, écrite par lui-même, il mentionne avoir un frère et une sœur, ainsi que de tendres souvenirs de ses parents. Lorsqu'il avait 15 ans, il a été envoyé à Richmond pour travailler dans une usine de tabac. Brown a décrit le sien en disant « Notre maître était d'une bonté exceptionnelle, et lorsqu'il se déplaçait avec sa dignité, il nous semblait être un dieu. Mais malgré sa bonté, bien qu'il savait très bien quelle notion superstitieuse nous avions de lui, il n'a jamais fait la moindre tentative pour corriger notre impression erronée, mais semblait plutôt satisfait des sentiments de respect que nous éprouvions à son égard. La vie de Brown était remplie de labeurs difficiles et non récompensés, mais il était mieux loti que la plupart de ses pairs réduits en esclavage. Comme il était un si bon travailleur, son propriétaire, William Barrett, le récompensait avec de beaux vêtements et de l'argent de poche. Jeune, Brown devint ami avec une femme nommée Nancy. Puis ils sont tombés amoureux et se sont mariés, ensemble. Ils ont eu 3 enfants, tous nés esclaves à cause du principe du parti principal. Brown vivait avec sa femme et ses enfants dans une maison qu'il louait. Mais cela allait changer. Nancy et les enfants appartenaient à un certain monsieur Lee, d'une plantation voisine, ce qui signifiait que leur sort dépendait de cet homme. Brown ne voulait pas se séparer de sa femme ni de ses enfants, alors il payait au maître de sa femme environ $50 par an pour qu'il ne vende pas sa famille. Malheureusement, monsieur Lee a trahi Brown. En août 1848, alors que Nancy était encore enceinte de son 4e enfant, ils ont été vendus à une plantation en Caroline du Nord. Comme d'habitude, Brown a quitté la maison pour aller travailler, mais lorsqu'il est revenu, il n'y avait personne à la maison. En apprenant la nouvelle, Brown a été anéanti. Il n'avait aucun moyen de les sauver et tout ce qu'il pouvait faire, c'était pleurer pour sa famille. Brown a pleuré la perte de sa famille pendant quelques mois. Cependant, après cela, il est devenu déterminé à s'échapper de l'esclavage. Quand il était jeune garçon, sa mère lui avait inculqué de fortes valeurs chrétiennes. Brown était un homme de Dieu, et grâce à cette foi, il trouva le courage d'élaborer un plan qui lui permettrait de devenir un homme libre. Brown savait qu'il ne pourrait pas accomplir cette tâche seul, alors il demanda à un autre membre de la chorale de son église de l'aider. Son ami James Anthony Smith était un Afro-Américain libre et était plus qu'heureux de l'aider. Après cela, ils ont demandé à un homme blanc nommé Samuel Alexander Smith de les aider. Samuel Smith était cordonnier et joueur et il était sympathique à la cause abolitionniste. Il a accepté le plan à condition de recevoir de l'argent en retour. Le plan de Brown consistait à s'envoyer lui-même dans une caisse de Richmond à Philadelphie, car cette ville avait aboli l'esclavage. Son plan était bien sûr très unique et créatif, mais en même temps extrêmement dangereux. Pour que le plan puisse se réaliser, Brown a payé $86, soit près de $3000 actuels à Samuel Smith. C'était plus de la moitié de ses économies, mais c'était un risque qu'il était prêt à prendre. Smith s'est ensuite rendu à Philadelphie et a parlé à des membres de la Société anti-esclavagiste de Pennsylvanie. Les abolitionnistes à qui il a parlé comprenaient James Miller McKim, William Steele et Cyrus Burley. Ces hommes lui ont donné des conseils sur la façon d'exécuter avec succès le plan d'évasion. On a dit à Smith d'envoyer Brown par la poste au bureau de Passamore Williamson. C'était parce que Williamson était un abolitionniste, secrétaire de la Société anti-esclavagiste de Pennsylvanie et membre de son comité de vigilance. Pour que l'évasion fonctionne, Brown devait d'abord quitter son travail, alors il s'est douloureusement brûlé le doigt jusqu'à l'os avec de l'acide sulfurique.
Le lendemain, le 29 mars 1849, il est entré dans sa caisse, qui a été clouée fermée par ses complices. La caisse où Brown devait voyager a été expédiée comme marchandise sèche. Personne n'aurait jamais imaginé qu'un homme pourrait se tasser dans une caisse étroite mesurant 3 pieds de long, 2 pieds 7 pouces de profondeur et 2 pieds d'un de large. La caisse dans laquelle il a voyagé était doublée de tissus de laine et de baies, pour rendre les choses un peu moins inconfortables. Il n'y avait que 3 petits trous percés pour l'air. De plus, pour se nourrir, il n'avait qu'une petite portion d'eau et quelques biscuits. La boîte indiquait également dans quel sens elle devait être placée, avec les mots « ce côté en haut » écrits en grand sur la boîte. Malgré ce voyage potentiellement dangereux pour Brown, cela en valait totalement la peine, a-t-il écrit. Si vous n'avez jamais été privé de votre liberté comme je l'ai été, vous ne pouvez pas imaginer la force de cet espoir de liberté. Ce qui était pour moi, en effet, une véritable ancre pour l'âme, à la fois sûre et solide. Tout au long du voyage, Brown a été transporté de nombreuses façons différentes. Sa caisse a d'abord été transportée sur une charrette, puis il a voyagé en train jusqu'à ce que sa caisse arrive au port. Après cela, il a été chargé sur un bateau à vapeur. Une fois cette étape du voyage terminée, il a été placé sur une autre charrette qui l'a emmené vers un autre train. Lors de la dernière partie de son voyage, il a été transporté par ferry ferroviaire et a finalement été livré dans une charrette après 27 heures de transport. Sur la caisse, il y avait des indications claires à l'attention des ouvriers pour qu'elle soit manipulée avec précaution, ainsi que le sens dans lequel la caisse devait être placée. Malgré cela, la caisse a été manipulée brutalement à de nombreuses reprises et s'est souvent retrouvée à l'envers. Mais heureusement, Brown n'a pas été découvert. Pendant une partie de son voyage de 27 heures, la boîte de Brown était restée à l'envers pendant un bon moment. À cause de cela, il a pensé qu'il était à l'article de la mort. Brown a écrit qu'il était résolu à vaincre ou à mourir. Je sentais mes yeux enflés comme s'ils allaient tendre à sortir de leurs orbites, et les veines de mes tempes s'étaient terriblement gonflées, avec une pression de sang sur ma tête. Cependant, heureusement pour Brown, 2 hommes cherchant un endroit où s'asseoir ont vu la boîte, l'ont posée correctement sur le sol et se sont assis dessus. Brown a dit que c'est grâce à cela qu'il a ainsi été soulagé d'un état d'agonie. La boîte contenant Brown à l'intérieur a été reçue par William Steele, James Miller, McKinnon, Williamson et d'autres membres du comité de vigilance de Philadelphie le 30 mars 1849. Lorsque la boîte a été ouverte, Brown aurait dit « Comment allez-vous, messieurs ?» Il a ensuite récité un psaume de la Bible, ce qui a impressionné les hommes présents. L'histoire de Brown était excellente. Beaucoup de personnes dans les cercles abolitionnistes pensaient que ce serait une excellente publicité pour le mouvement, ce qui augmenterait son soutien. Cependant, il y avait un autre point de vue, selon lequel si cette voie d'évasion était rendue publique, plus personne ne pourrait utiliser la même méthode. Ainsi, cela devait rester un secret. Le cordonnier qui avait aidé Brown, Samuel Smith, a tenté de gagner de l'argent en expédiant d'autres esclaves de Richmond à Philadelphie. Cependant, le 8 mai 1849, il a été arrêté, inculpé et jugé. En raison de ses actes, il a été condamné à 6 ans et demi de prison dans le pénitencier de l'État. James Smith, l'Afro-Américain libre, s'est retrouvé dans une situation similaire après avoir été arrêté le 25 septembre pour une raison similaire. Bien qu'il ait été jugé, James Smith a eu la chance de ne pas passer de temps derrière les barreaux. Il a ensuite été libéré. L'évasion de Brown, saluée pour sa créativité, a été vue comme un miracle postal moderne. De plus, cela a mis en évidence l'amélioration et l'augmentation de la communication entre les États grâce au service postal du gouvernement. Cela allait jouer un rôle important dans le mouvement abolitionniste. Bien que le Sud ait tenté de contrôler la littérature abolitionniste en utilisant le service postal, il n'a plus été en mesure de le faire. Des milliers de brochures, de lettres et d'autres documents ont atteint le Sud. Donc, tant que la vie privée était respectée, n'importe qui pouvait envoyer des lettres et des colis contenant presque n'importe quoi. Cela, bien sûr, inquiétait le Sud esclavagiste.
Malgré des avis divergents sur la question de partager ou non l'histoire de Brown, il ne voulait pas la garder secrète. Brown était euphorique du sentiment de liberté et extrêmement fier de son accomplissement. Il est rapidement devenu un symbole du mouvement pour la liberté du chemin de fer clandestin et a utilisé son histoire incroyable pour se créer une nouvelle vie. Il est ensuite devenu un orateur reconnu pour la société anti-esclavagiste et a fait la connaissance de Frederick Douglass. En mai 1849, il a été appelé Bugsux. Son assistance était l'écran par contre procédant après avoir pris la parole devant la convention de la Société anti-esclavagiste de la Nouvelle-Angleterre à Boston sur le désir de liberté des personnes réduites en esclavage. En septembre 1849, il a publié son autobiographie, le récit de Henry Box Brown, à Boston. Elle a été écrite avec l'aide de Charles Stearns. 2 ans plus tard, elle a été publiée à Manchester, en Angleterre. La même année où Brown est sorti de sa boîte, le nouveau propriétaire de sa famille l'a contacté. On a offert à Brown la possibilité de racheter sa famille, mais il a refusé sans qu'on sache pourquoi. Brown a essayé de garder cette information privée, mais il a rapidement été critiqué pour sa situation financière et pour ne pas avoir fait plus d'efforts pour récupérer sa famille. Avec les revenus de son livre et de ses conférences, Brown et son ami James Smith ont lancé un panorama itinérant appelé Le miroir de l'esclavage de Henry Box Brown. À cette époque, les panoramas itinérants étaient l'une des formes de divertissement les plus populaires, surtout aux États-Unis et en Angleterre. Le panorama de Brown était l'un des premiers à aborder le thème de l'esclavage. Il a été présenté dans le nord-est des États-Unis et a duré d'avril à août 1850. Le Boston Daily Evening Traveler l'a qualifié de l'un des plus beaux panoramas actuellement exposés. Tout cela s'est soudainement arrêté. C'était dû à la loi sur les esclaves fugitifs de 1850. Cette loi signifiait que Brown pouvait être capturé et à nouveau privé de sa liberté. Comme il n'était plus en sécurité aux États-Unis, il s'est embarqué pour l'Angleterre en octobre. En Angleterre, il a continué avec son panorama qui a duré 10 ans. Après cela, il s'est diversifié dans d'autres formes de divertissement. Pourtant, Brown s'est toujours concentré sur le thème de l'esclavage. Brown se produisait plusieurs centaines de fois par an et on dit que ses spectacles l'ont mené dans chaque ville d'Angleterre. Brown a même joué dans plusieurs pièces, mais sa carrière d'acteur a été de courte durée. Dans les années 1860, il se produisait dans des spectacles en tant que magicien sous les noms de Professeur H, Box Brown et le Prince africain. Pendant qu'il était en Angleterre, Brown a épousé Jane Floyd, la fille d'un ouvrier ferblantieri. Ils ont ensuite eu une fille appelée Annie et un fils, Edward. En 1875, Brown et sa nouvelle famille sont retournés aux États-Unis, où il a continué à présenter son numéro de magie. L'un de ses tours consistait à entrer dans la boîte qui lui avait donné sa liberté. Brown a continué à se produire jusqu'à un âge avancé. Sa dernière représentation aurait eu lieu à Brantford, Ontario, Canada, le 26 février 1889. Bien qu'aucun enregistrement de ce spectacle n'ait été retrouvé, certains documents, comme les registres fiscaux, indiquent qu'il a continué à se produire au début des années 1890. On pense qu'il est décédé à Toronto le 15 juin 1897 à l'âge de 81 ou 82 ans. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo compilation. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, je tiens à vous adresser un remerciement tout particulier. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. C'est tout pour moi, on se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.